Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 11. Dans l'extrême peur, il risque bien de repasser sous la barre des 10 demain avec la cassure des 20 000 d'aujourd'hui, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Pour commencer, clôture mensuelle ce soir, dans 14h47 minutes et 11 secondes. On est actuellement toujours au-dessus de l'ATH précédent, ici vers les 19 865. Regardez bien. La clôture, si on clôture à ce niveau-là, eh bien on clôturait pile poil sur l'ATH précédent, le hasard. Ici sur le RSI en rouge, alors là c'est en rouge donc ça paraît négatif. Je sais que les couleurs impactent la psychologie de l'être humain. On va passer ça en vert pour que ça fasse moins négatif. Voilà, là ça fait positif, là on est content. Ici on a un range descendant comme on peut le voir. Top, 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 et là bottom, bottom, bottom. De plus en plus bas, et ainsi de suite. Et là, pareil, de plus en plus bas, plus en plus bas. Ici, ce top, on l'a juste pas touché. Après, on s'est pété la gueule. Par contre, on a touché 3 fois le bottom ici. Bottom, bottom, bottom. Et là, on est pile poil de nouveau sur ce niveau. Hasard. Par contre, on a touché 3 fois le bottom en mensuel libre. Je vous rappelle que là, il faut être patient. Ce sont des bougies mensuelles. Une bougie mensuelle, et ça peut durer très longtemps. Ici, par exemple, de là à là, ça a duré 4 mois. D'accord? Donc, fallait être patient. Et là, si on vient de retester ce niveau-là et que ça reprend 4 mois, eh bien, on partirait quand? En septembre, octobre, un truc comme ça. Donc si on reste pendant 4 mois ici, bah tout le monde va fuir le marché, tout le monde va exit scam, tout le monde va se dire c'est terminé. Tout comme ici, là c'était 4 mois, c'était très long. Ici 1, 2, 3, 4. Et à partir du 5e mois, on a commencé à monter légèrement. Voilà, ici ça a pris pas mal de temps. Et ici c'était encore pire. Ici c'était janvier à août. Voilà, donc c'était 8 mois, c'était encore pire. Sauf que ici c'était quoi? Bah ici c'était un bottom, ici on a buy the dip. Et ici également on a buy the dip si on fait en logarithmique ici. Hop, ici c'était un buy the dip. Globalement, aucun signe, à part les supports ici long terme, qui correspond au précédent ATH, et une bande de Bollinger support dynamique. Bon, ça fait quand même une double convergence. On n'a rien qui pourrait indiquer qu'on va inverser la tendance. Et ça peut vraiment faire très mal. On attend au moins un minimum de structure ou d'un signe d'inversion de tendance avec des outils de tendance, et là on en est vraiment très 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 loin. Et du coup la semaine prochaine on va revoir à la clôture de la monthly à quelle sauce on va être mangé. Donc la taille de la bougie là pour l'instant c'est pas bullish, c'est pas encourageant. Hier il y a Sailor qui a acheté des bitcoins pour niquer sa moyenne. Enfin pour là cette fois-ci l'améliorer, mais elle est bien niquée sa moyenne, donc ça sent mauvais dans le milieu crypto. Hein. Et aussi je me permets de vous rappeler, parce que vous n'êtes pas membre VIP, mais il y a une info qui circule sur des problèmes de solvabilité de BlockFi. Si vous avez des sous sur BlockFi et toutes sortes de revenus passifs qui à l'évidence étaient douteux, hein, je veux dire quand il y a trop de retour sur investissement annuel à rien foutre, il vaut mieux éviter d'y risquer ses sous, mais là ça commence à sentir mauvais. Hein, on a eu Luna, on a eu Celsius, maintenant on parle de BlockFi. Par extension, on pourrait parler de Nexo et de tous ceux qui vous proposent du stacking facile. Attention, hein, not your case, not your coin. Si vous comprenez pas ce que ça veut dire, je vous laisse faire la traduction. Not your case, not your coin. Et on n'a jamais été dans un environnement où c'était plus pertinent. Hein. C'est le moment de reprendre vos coins éventuellement. Donc là, je suis donc en clôture mensuelle. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la clôture mensuelle des cours, qui est en même temps une fin de quarter, donc très important avant l'été. Est-ce qu'il y a des grandes chances qu'on réaccélère à la hausse? Il y a peu de chances. Il y a très très peu de chances. Par contre, est-ce qu'il y a des grandes chances qu'on ait une continuité basse pour après repartir à la hausse? Possiblement. Là, je suis en mois avec Ishimoku. On voit que notre point d'aplat se trouve à 10 000 $, mais on voit que ici on a le Kumo qui se trouve sur cette zone-là, et on pourrait très bien avoir, comme on a eu ici 3 mois négatifs, 2 mois positifs, 3 mois négatifs, 2 mois sur lequel on pourrait avoir quelque chose de positif, et avoir un rejet en fait du Kumo fort, ici pour repartir à la hausse. Donc on pourrait avoir quelque chose qui repart à la hausse. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va être réellement le cas? Est-ce qu'on va pas aller chercher des liquidités basses, très basses, qui sont dans les 10 000 $, pour
terminer justement cette prise de liquidité très forte avec la mise sous l'eau de beaucoup de mineurs? C'est la grande question qu'on peut se poser. Pour vous mettre en perspective, à ceux qui vendent le DCA comme étant la stratégie du futur, obligé de rappeler que si par exemple on est là, potentiellement dans le bear market, ou allez, disons là, et qu'effectivement ça soit un super endroit pour acheter Ethereum. C'est un super prix, 400, si on considère maintenant. Ça veut dire que c'est un super prix d'attendre 1120 jours, donc environ 3 ans, un peu plus de 3 ans, pour se retrouver à profit. Et pendant la période de ces 3 ans qui font mal, environ 2 ans et demi, la tête sous l'eau, de 70 à 80%. Donc voilà, faites bien attention sur le narratif actuel qui est « Ouais, mais de toute façon, Team DCA, vous inquiétez pas, vous serez riche dans le futur, etc. » Ouais, dans le futur quoi? Ça veut dire 3 ans à moins 70% de ton capital? Vous êtes sûr que vous n'avez pas flanché? Parce que j'en ai vu. Voilà. Sur les adresses. Les plus de 10 000 bitcoins ici qui sont à la réaccumulation, hein. Vous voyez que ça réaccumule pas mal ici. On a vu un pic de vente dans ce passage des 20 000, des 30 000 aux 20 000 dollars, et puis là on est revenu à l'accumulation, hein. 98 adresses à plus de 10 000 bitcoins. Les adresses à plus de 1000 bitcoins qui sont plutôt à la latéralisation descendante, c'est-à-dire que ici on avait fait 2200 adresses et là on est toujours à 2200 adresses, donc on ne perd pas ce point bas. Néanmoins on voit que ici les 1000 bitcoins sont plutôt vendeurs. On avait une forte bougie d'achat ici autour du 26 qui en fait était plus ou moins une bougie que j'appellerais une bougie d'oligarches russes, c'est-à-dire pas mal de Russes qui sont sortis du système bancaire. C'était la même chose pour les 100 bitcoins, vous voyez qu'on avait fortement accumulé ici. Et puis on a eu une grosse descente pour le passage des 30 000 à 20 000 dollars, donc grosse capitulation ici de la part des 100 bitcoins, et désormais on est plutôt à l'accumulation. Pour les 100 bitcoins, il faut comprendre que ce niveau est toujours descendant, tout simplement parce que les 100 bitcoins avaient énormément augmenté autour de 2013. Donc à des niveaux où 2013-2014, il faut comprendre que le Bitcoin était autour de 100, peut-être 100 dollars, voilà, entre 100 et 500 dollars hein, sur toute cette période-là, on va dire. Et puis on le voit ici, voilà, 2013 80 dollars, voilà, et ici 500 dollars sur le premier bull run. Beaucoup d'accumulation ici, donc ça veut dire que d'acheter 100 Bitcoin, en fait, ça vous coûtait globalement 10 000 dollars si je me trompe pas. Et donc c'est plutôt des petits investisseurs qui ont énormément gagné tout au long, et c'est normal que depuis 2017 ici, le moment où le Bitcoin était à 10 ou 20 000, ces gens-là soient plutôt à la distribution, puisque c'était entre guillemets les tout petits investisseurs de avant-hier, c'est-à-dire 2013. Donc cette logique-là est tout à fait saine, et vous voyez que même dans la distribution, on est plutôt en train de se calmer ici. Donc voilà, les plus de 100 Bitcoin, ça on a fait l'analyse. Les plus de 10 Bitcoin, vous le voyez, qui sont plutôt pareil à l'inflexion, hein, quand c'est un petit peu la même logique ici, mais quand on zoome un petit peu, on voit que les plus de 10 bitcoins en ce moment sont plutôt en train d'accumuler, et les plus de 1 bitcoin qui accumulent eux pour le coup en parabole littéralement. Donc ça c'est plutôt on va dire que la logique, c'est plutôt la logique du bitcoin depuis ses départs, que on a des plus de 1 bitcoin qui sont plutôt en accumulation sur la totalité de la courbe de bitcoin, et c'est plutôt il n'y a jamais réellement de vraie grosse distribution de ces gens-là. Ici on a l'indicateur PUL multiple. Alors cet indicateur nous permet de savoir où est-ce qu'on est dans le cycle. Ici c'est plutôt la fin du bull run. Ici voilà des gros top. Et quand on est en bas, ça veut pas forcément dire que c'est le bottom, c'est plus le bottom quand on commence à repartir depuis le bas. Ici par exemple, hop on repart, c'est parti pour un nouveau cycle. Ici on repart, parti pour un nouveau cycle. Ici on repart, parti pour un nouveau cycle. Ici pareil. Et là on dirait qu'on est en train de repartir à la hausse, comme on peut le voir ici sur cet indicateur, c'est en train de pump ici. Alors j'ai vu historiquement qu'on a eu un petit fake signal qui est celui-ci. Ici c'était un petit pump et après hop on continue à descendre beaucoup plus. Mais ici c'était pas du tout de l'accumulation. On est arrivé à peine en bas sur la ligne verte et après hop on repart. Alors qu'ici ça fait déjà pas mal de mois qu'on est ici sur cette ligne verte. Et ici pareil c'était pas mal de temps. Personnellement je trouve que celui-ci se rapproche pas mal du crash Covid. Après comme d'hab, un backtest, donc on peut pas trop savoir, mais là les backtests c'est quoi? C'est ligne verte, donc ici. Et si on est pessimiste sur ça, on peut dire qu'il y a eu un fail ici, puisque là hop on monte et après hop on redescend pour aller toujours plus bas.
Mais pour l'heure, revenons donc au Bitcoin qui se maintient à 20 000 $ et la BCE, donc la Banque Centrale Américaine, qui prévient que l'inflation pourrait ne jamais revenir au niveau précédent. À l'heure actuelle, le 29 juin, donc le Bitcoin se maintient plutôt pas mal autour des 20 000 $. Mais alors voilà, on a eu le droit donc à une déclaration choc de la présidente de la Banque Centrale Européenne qui a tout simplement admis que l'inflation ne reviendrait pas au taux qu'on a connu, et ça avant le Covid. Et on a d'ailleurs Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui pense exactement la même chose. Selon lui, l'objectif serait d'atteindre à peu près 2% d'inflation. Mais il précise tout de même que ce n'est qu'un objectif et qu'il n'est même pas sûr qu'on puisse atteindre de nouveau donc les 2%. Et bien sûr, ce qu'on peut en déduire, c'est que ça aura très certainement un impact sur le cours du Bitcoin en lui-même. C'est comme ça qu'on a certains analystes qui pensent justement que le Bitcoin pourrait clôturer à la baisse et passer sous les 20 000 $ et surtout en dessous d'un niveau qui est pas mal surveillé, à savoir le plus haut, donc l'ATH de 2017 autour des 17 000 $. Et ça nous amène d'ailleurs à l'info suivante qui concerne tout simplement donc une possible chute du Bitcoin autour des 10 000 $. Alors qu'à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, il est plutôt stable autour des 20 000 et qu'on a énormément de personnes qui pensent qu'on a déjà atteint donc le plus bas ou du moins pas loin, certains traders et notamment le rapport de la société Arcane Research tendent à montrer qu'à l'heure actuelle, la baisse a déjà duré donc 229 jours et a atteint un niveau de baisse maximale de 73%. Et selon eux, si le Bitcoin suit le plan de ses cycles précédents, on pourrait avoir un nouveau creux qui viendrait se produire avec un plus bas autour des 10 350 $. En plus de ça, on va clôturer le mois de juin et l'arrivée de l'été ne présage rien de bon justement pour la crypto. Faut savoir qu'en temps normal, durant l'été, le cours de la crypto a tendance à rester relativement stable. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir de nouvelles chutes durant le mois de juillet. Mais j'aimerais qu'on revienne ensemble sur le discours de Nicolas Sarkozy, notre président de l'époque. C'était en 2008. Écoutez avec moi, ça prend que quelques secondes. On commence maintenant. Si j'ai voulu m'adresser ce soir aux Français, c'est parce que la situation de notre pays l'exige. Je mesure la responsabilité qui est la mienne dans les circonstances exceptionnelles où nous nous trouvons. Une crise de confiance sans précédent ébranle l'économie mondiale. De grandes institutions financières sont menacées. Des millions de petits épargnants dans le monde qui ont placé leurs économies à la bourse voient jour après jour fondre leur patrimoine. Des millions de retraités qui ont cotisé à des fonds de pension craignent pour leur retraite et des millions de foyers modestes sont mis en difficulté par la hausse des prix. Et comme partout dans le monde, les Français ont peur. Peur pour leurs économies, peur pour leur emploi, peur pour leur pouvoir d'achat. Voilà. Donc on est exactement ce jour-là à Toulon, le 25 septembre 2008. Donc lorsque nos politiques prennent la parole pour nous annoncer des choses pareilles, c'est un discours solennel qui met en place, entre guillemets, les grandes lignes de la situation économique mondiale à ce moment-là de la crise de 2008. Mais je vais revenir avec vous où c'était exactement le 25 septembre 2008 par rapport au S&P 500 de l'époque. On va y aller ensemble et vous allez être relativement surpris au même titre que je l'ai été. Puisqu'on commence à dire finalement que les politiques, nos médias mainstream commencent à prendre la parole quand on arrive sur des bottoms de marché. Or, c'est exactement le contraire qui s'est passé. On le revient ensemble, je passe en weekly et on va revenir un petit peu en arrière comme on a l'habitude de le faire chez les rois du Bitcoin pour remettre en fait les choses dans leur contexte. Le 25 septembre 2008, on était exactement ici, sur les 1188 points. Ce qui nous attend derrière, c'est une chute vertigineuse de près de 43%. Or, à ce moment-là, c'était le feu, en réalité, sur la planète financière. Derrière, on repère 43%. Évidemment, la technique est toujours en avance par rapport au fondamental, mais à ce moment-là, le président de la République française à l'époque prend la parole pour nous donner, entre guillemets, le constat de la situation économique mondiale à un instant T. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'effectivement, on a eu un des pires semestres depuis pas mal d'années. Donc si on passe un petit peu dans le passé, si on fait un bilan global, on se rend compte que sur les 6 premiers mois de l'année, c'est arrivé uniquement 5 fois, pour le moment, d'avoir un semestre aussi pourri. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de ces 5 dernières fois? Eh bien, à chaque fois,
le marché a rebondi de manière assez massive. Alors, le moins, c'était 6%, et le plus, c'était 55%. 55% de rebond sur la deuxième partie de l'année. Bon, je vous rassure, c'est en 1932, donc ça fait très très longtemps, et je pense qu'il y en a très très peu qui sont en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, qui peuvent se dire « Ah bah ouais, je me souviens de ce qui s'est passé cette année-là ». Eh bien, effectivement, statistiquement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une statistique, ça veut pas dire que ça va se répercuter, que ça va recommencer encore une fois, mais il est vrai que quand on s'est déjà pris 20% dans la tronche durant la première partie de l'année, statistiquement, on a bien des chances que ça rebondisse derrière, et c'est vrai, puisque les 5 fois où ça s'est déjà produit, ça s'est remonté très rapidement. La dernière fois qu'on a eu un semestre vraiment pourri comme ça, un premier semestre vraiment pourri, eh bien, c'était en 1970, donc là non plus, j'étais même pas né, donc je m'en souviens pas très bien du tout. Donc, ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est que, statistiquement, ça devrait remonter. Moyenne du rebond sur ces 5 dernières fois, eh bien, c'était 26%. Alors, si on prend ne serait-ce que 26% depuis là où on est sur le S&P 500, moi, je signe demain. Bitcoin, l'hiver crypto n'endormira pas les investisseurs de Bank of America. Ça y est, tu nous mets dans les news direct, là. Bank of America et tout le bazar. Ok. On n'a pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, le format est différent. Donc Bank of America, oui, bah écoute, une des plus grosses banques mondiales quand même, donc c'est pas rien, qui a fait comment dire, qui a organisé un event, si tu veux, autour du Web3 pour ses clients professionnels. D'accord, donc on parle pas de la banque de quartier et on parle pas de toi et moi comme clients. Hein. Donc c'est des clients pros, c'est une des plus grandes banques mondiales. Et ils organisent donc un event pour parler Web3, blockchain et autres. Et ils ont lancé donc du coup une étude sur ces clients. Et il s'avère que tout le monde est plutôt dans un enthousiasme général quant à la technologie. Quant au bouleversement du marché aujourd'hui, c'est-à-dire un assainissement finalement nécessaire. Et bon investissement aujourd'hui, une bonne zone de prix pour le futur. Ce que je retiens de tout ça finalement, c'est que quand tu as une banque comme ça et des professionnels aujourd'hui qui sont adossés à cette banque et qui te disent que eux, ils vont investir dans les crypto-monnaies en général, tu peux t'amener à avoir une adoption de masse derrière au vu de la confiance que ça va apporter au grand public. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a Goldman Sachs, il y a Bank of America. Ça commence vraiment à être adopté en masse, et surtout, ce qui est étonnant, c'est de voir que c'est adopté en masse pendant un semi-bear, on va dire, tu vois. Donc, imagine en plein bull run. Ouais, alors moi, j'irai au-delà. C'est que je dirais, il y a quand même de l'adoption par des énormes boîtes et des hedge funds de folie et tout, en sachant que c'est pas régulé. C'est-à-dire que c'est quand même un jeu où les mecs, ils savent pas trop, on voit bien, hein, il y en a qui ont pris des grosses calottes, hein. Donc, le fait que ce soit pas régulé et que des gros acteurs comme ça de la finance traditionnelle veulent investir et encourager leurs clients à investir, bah, très clairement, oui, c'est carrément du plus. Est-ce qu'on peut dire, Peter, que c'est de bonne augure pour la suite? Alors, on peut carrément dire que c'est de bonne augure pour la suite. Je te rejoins. Et pendant ce temps, du côté de Three Arrows Capital, ça commence à sentir la fin. Et je vous rappelle tout d'abord qu'il y a quelques jours, le fonds d'investissement était officiellement en défaut de paiement sur un prêt de 15 250 bitcoins et 350 millions d'USDC contractés auprès de Voyager Digital. Et désormais, la Cour de justice des îles Britanniques a décidé qu'il était temps d'arrêter le massacre, et ils ont donc placé la société en liquidation, leur imposant ainsi légalement de déposer le bilan. À savoir que pour le moment, on n'a pas d'informations sur les conditions de liquidation ainsi que la date effective, et on ne sait pas également si les nombreux créanciers pourront être remboursés, faisant ainsi planer la menace d'une nouvelle vague de liquidation des acteurs crypto qui étaient exposés à Three Arrows Capital. Ici, on a cette info sur CoinFlex. Je vous avais parlé de CoinFlex il y a quelques jours. La fameuse personne qui leur devait de l'argent n'était effectivement ni un hedge fund, ni Three Arrows Capital, ni autre, mais c'était bien Roger Ver qu'on appelle Bitcoin Jesus, qui apparemment doit 47 millions de dollars à CoinFlex, qui est un petit peu du coup un petit peu mal par rapport à ce prêt qu'ils lui ont adjugé. Bitcoin Jesus, c'est tout simplement quelqu'un qui a œuvré pour le Bitcoin à ses débuts, personnage un petit peu controversé, puisque il avait eu des déboires avec la justice à l'époque, puisqu'il avait vendu, je crois, des explosifs sur eBay. Donc voilà, à voir. Roger Ver qui a ensuite fait un démenti tout de suite en disant non, je ne dois pas d'argent à CoinFlex. Donc on verra vers tout cela, vers où tout cela pourrait aller.
Et aussi, autre chose, eh bien, c'est que la SEC de Grayscale, plutôt l'ETF de Bitcoin de Grayscale a été rejeté par la SEC. Voilà, on a eu le verdict un petit peu plus tôt que prévu. Alors, ils ont dit qu'ils pensaient toujours que le Bitcoin était trop facilement manipulable par certaines entités de l'espace des crypto-monnaies, et ils ont également émis des doutes ainsi que des inquiétudes concernant Tether, ou le USDT donc, ainsi que son effet sur les marchés du Bitcoin en gros. Donc, le ETF de Grayscale a été rejeté, et c'est bien évidemment pas une super nouvelle pour le Bitcoin ici, et ça a définitivement joué sur le fait qu'on est en train de voir du rouge depuis cette nuit. Maintenant, Grayscale, si vous vous souvenez, eh bien, ils avaient déjà déclaré que si la SEC rejetait une fois encore cette proposition de ETF, eh bien, ils allaient prendre des dispositions afin de faire un procès à la SEC. Du coup, visiblement, le processus a été lancé, Grayscale va tenter de faire justice à la SEC, donc on verra bien s'ils seront en mesure de gagner cette confrontation judiciaire à l'avenir. Quoi qu'il en soit, ce sera extrêmement intéressant à suivre, on n'a vraiment pas souvent vu de ce genre de truc. On passe ensuite à une news concernant les NFT et la bourse avec un truc qui s'appelle Accelerate. Je sais pas ce que c'est une sorte de fonds d'investissement ou une société, enfin bref, ouais, c'est une société Accelerate, et en gros, ils vont proposer un ETF lié au NFT. Alors déjà les ETF liés au Bitcoin et quoi ont du mal à passer. Alors je sais pas trop comment ça a marché, mais du coup voilà, donc ils veulent associer un peu NFT, Web3 et bourse. Donc si ça marche, énorme, mais je pense en toute honnêteté que ce sera pas pour tout de suite. Mais revenons dans le présent avec Chainalysis qui est sceptique sur le terme décentralisé qui est dans l'acronyme DAO. C'est en tout cas ce que démontre le dernier rapport qu'ils ont publié, étant donné qu'ils ont mis en avant le fait que le top 10 des organisations décentralisées autonomes possèdent tout un taux de concentration de pouvoir de gouvernance qui est concentré sur environ 1% des possesseurs de tokens de gouvernance, et l'étude précise même que sur 7 des 10 principales DAO, il y a 90% des jetons qui sont répartis sur 0,3% de la communauté. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les DAO, il s'agit d'organisations où, en théorie, il n'y a pas d'entité centrale qui prend toutes les décisions, car toutes les décisions sont soumises à un vote de la communauté, et pour faire partie de la communauté et participer au vote, il faut posséder des jetons de gouvernance du projet, et plus une personne possède de jetons, et plus son vote aura du poids sur la validation ou le rejet d'une proposition. Et donc en montrant que sur les 10 principales DAO, la gouvernance est concentrée sur quelques acteurs, Chainalysis démontre que certains projets se servent du terme DAO pour attirer des investisseurs en leur promettant la décentralisation, alors qu'en réalité, ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir à la communauté. Et cela nous rappelle l'épisode de Solon qui, la semaine dernière, avait validé un vote qui permettait aux équipes de modifier le code du protocole pour pouvoir prendre le contrôle d'une adresse qui était proche de la liquidation et qui aurait pu impacter l'écosystème Solana. Et visiblement, cette décision a été prise de façon unilatérale par quelques gros possesseurs du jeton de gouvernance. Je voulais vous parler de la Corée du Nord. Il y a un nouveau rapport de Reuters qui est sorti qui nous indique en fait que la Corée du Nord, ils ont perdu beaucoup d'argent à cause du crash crypto. On le savait, il y avait de plus en plus de rumeurs comme quoi, de plus en plus de rumeurs et de rapports comme quoi la Corée du Nord était à l'origine de nombreux piratages crypto tels que celui de la Ronin Blockchain, donc avec plus de 600 millions de dollars volés. Et en fait, ils ont volé tous ces argent, mais ils n'ont pas tout converti en cash, ils ont toujours pas mal en crypto. Et ce rapport dit qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont perdu des centaines de millions de dollars à cause de ce crash actuel et que ça pourrait avoir un impact sur le programme d'armement de la Corée du Nord et le programme d'armement nucléaire. Donc ça va potentiellement retarder ce programme-là. Donc on va dire, selon où vous positionnez, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, énorme news, énorme boulette du géant OpenSea qui a laissé fuiter des millions d'adresses mail de ses utilisateurs. Allez vraiment lire l'article, c'est super intéressant et ça fait aussi un peu peur quand même. Donc je rappelle que OpenSea c'est la marketplace secondaire principalement du réseau ETH, Ethereum, et qui du coup en fait est super centralisé. Et donc, en fait, quand vous transitez par cette plateforme-là, avec vos données perso, etc. et tout, on a beau se dire, ouais, on est dans les mondes du Web3, c'est décentralisé tout ça, en fait, non, c'est tout centralisé par OpenSea, quand vous l'utilisez. Et du coup, là, en fait, il y a vos données, en fait, qui a fuité. Donc, franchement, allez lire, moi, ça fait flipper. Et ça fait chier aussi. On débute les actualités du mercredi avec Sorare qui signe un énorme partenariat. En effet, on apprend aujourd'hui que Kylian Mbappé vient de rejoindre Sorare en tant qu'investisseur et également en tant qu'ambassadeur. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Sorare, il s'agit d'une plateforme où les utilisateurs peuvent acheter, échanger et gérer des équipes virtuelles en achetant des cartes de joueurs au format NFT. À savoir que le jeu est disponible depuis 2019 et jusque-là, il se concentrait uniquement sur le football, mais plus récemment, ils ont commencé à proposer le même type de plateforme pour le baseball.
Et je précise qu'il s'agit de la 4e start-up française avec une valorisation de 4,3 milliards de dollars. Et je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, une carte de Kylian Mbappé avait été vendue pour 416 000 €. Et donc dans ce partenariat, Kylian Mbappé va participer au développement de la plateforme en étant investisseur et ambassadeur. Et Sorare s'est engagé à soutenir l'association Inspired by Kylian Mbappé, qui a pour but d'accompagner 98 jeunes, principalement issus de milieux défavorisés, pour les aider à réaliser leurs rêves. Bref, un très joli partenariat pour Sorare, et qui en plus permettra de donner un coup de pouce à une association qui œuvre pour l'avenir de 98 jeunes. Petite info sur aussi un projet sur Wax. Ils font ce qu'on appelle des Funko. Donc vous savez, c'est l'espèce de figurines en fait que les gens collectionnent en vrai. Ils font des cartes à cette effigie-là, et en fait à chaque fois qu'ils font des Funko sur un truc un peu connu, ils ont fait Marvel, ils ont fait les voitures, les Wheels voitures, un truc comme ça, je sais pas si ça vous parle. Là ils ont fait My Little Pony, et encore une fois c'est sold out, donc ça marche très très bien. Donc les collections juste de collection, vraiment c'est le cas de le dire, ça marche très très fort. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.